Donc, bienvenue au workshop Varnish numéro 2, niveau avancé. À l'ordre du jour, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, on va parler d'ESI, d'Ajax, on va parler de Vmod, de ce qu'on appelle du cache hiérarchique et du partage de cache entre plusieurs varnishes. Donc, pour plonger un peu la salle, qui a déjà du varnish en production ici? Ouais, tout le monde, cool. l'ESI, l'Ajax, je pense que vous en faites déjà tous parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui de faire un site avec du varnish sans Ajax et sans ESI, mais on va quand même revoir les bases. Les Vmod, je vais vraiment vous montrer qu'un exemple de ce qui est possible de faire. Des Vmod, il y en a pas plein, mais il y en a quand même pas mal. Et donc là, c'est vraiment qu'un exemple de ce qui existe. Le cache hiérarchique, c'est de manière simplifiée un varnish devant un autre varnish. Ça permet de faire des choses un peu funky. Et le partage de cache entre plusieurs varnishes, c'est la même chose mais en parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs varnishes qui fonctionnent en parallèle. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour que quand un objet est en cache dans un varnish, il soit aussi en cache dans une varnish. Petite note, donc la box Valence, c'est une décane Jessie. Hein. Vous avez tous les droits via sudo. Et on va travailler avec un dépôt Git qui est normalement déjà incliné sur la box. Donc vous faites du Git checkout un peu dans tous les sens et ça devrait passer. Donc, on repart par ici. Je ouvre la box. Alors normalement, vous pouvez avoir quelque chose comme ça qui apparaît. Ces trois ports-là, c'est les trois ports importants. C'est les trois ports que vous allez utiliser pour tester les exemples dans votre navigateur. Et donc chacun correspond à un des services HTTP sur la box. Donc il y a Apache, un premier varnish et un deuxième varnish. Sachant que ces ports peuvent changer sur votre machine selon si vous avez déjà des services qui tournent. Que je juge un peu des technos qui existent ici. Qui a un site en production sous Magento? Ok, un PrestaShop qui traîne. Ok. De la presse. Aussi. Ok. Ça c'est marrant. Donc c'est quelque chose. Donc, si je retourne sur GitHub ici, on va commencer par le premier exercice. Vous m'excuserez, il y a des absents de nulle part, j'ai des gros problèmes d'encodage dans mon vide. Encore réussi. Allez. Donc, si vous êtes connecté déjà à votre machine, ce n'est pas encore le cas pour moi, vous avez dedans un dossier PHP avec un index.php. Okay. C'est un truc très simple. Vous avez juste une session qui est ouverte dans le script de PHP et qui compte le nombre de fois que vous avez été sur la page en question. Vous verrez tout de suite que si vous tapez à travers le varnish, vous allez avoir un problème, c'est que le varnish va mettre en cache ce truc-là et vous n'allez pas avoir d'interaction avec la session, ou encore pire, si vous avez plusieurs utilisateurs, en fait, la session peut sauter d'un utilisateur à l'autre, parce que le varnish peut, dans certains cas, mettre le header set cookie en cache. Et donc, si le header set cookie est en cache, il est resservi à plusieurs utilisateurs, et donc plusieurs utilisateurs se retrouvent avec la même session. Donc pour commencer l'exercice, vous passez sur la branche ESI Ajax. Tout le monde, au fond, vous
voyez bien le terminal? Ok. Voilà. Donc, là, vous voyez que chaque fois que je recharge la page, j'ai un temps de réponse relativement long. Parce que, en fait, dans mon code PHP, vous voyez que j'ai mis un mot type 2 à ce niveau-là pour simuler un peu de travail PHP. Et donc, le but de Varnish ici, c'est quand même de faire du cache et donc de réduire les temps de chargement. Et donc, si j'active le cache ici, donc ici, vous voyez que ça pose les headers qui vont bien en fonction du temps de cache que je veux. Voilà. Donc sur port 80-80, vous tapez le Varnish qui derrière va sur le Apache. Okay, et là, à chaque fois que je recharge la page, vous voyez que c'est très très rapide. Voilà. Là, je l'ai chargé en moins de 3 millisecondes. Sauf que j'ai ma session qui ne fonctionne plus, et à chaque fois que j'ai été sur la page cette fois. C'est normal, puisque ce résultat-là, il est caché dans Varnish, et donc, on a un souci. Donc l'exercice, c'est de transformer cette page-là en utilisant soit de l'Ajax, soit de l'ESI, si vous êtes vraiment rapide, vous pouvez faire les deux, pour garder du cache sur la page générale, tout en gardant la fonctionnalité de session ici qui compte le nombre de fois que vous avez été sur la page. Donc vous avez j'ai déjà créé les fichiers qui vont bien pour faire le récit de l'Ajax. Et donc, le but du jeu ici, c'est de transformer le index.php pour... Alors, le index.php est dans le cas de l'ESI, je crois qu'il faut aussi modifier légèrement la configuration de Varnish. Donc, ici, on est sur du Varnish 4. Il faut transformer légèrement la configuration de Varnish pour activer l'ESI. Donc, je vais vous laisser un petit moment pour réfléchir là-dessus. Je vais bouger un petit peu, si vous voulez, je peux répondre aux questions s'il y a des problèmes. Et voilà. Et je vous laisse 5 minutes pour commencer à réfléchir là-dessus. Sachant que si vous n'avez jamais touché à l'ESI, je vous conseille de commencer par l'Ajax, c'est quand même exceptionnellement plus simple. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est l'ESI? Non? Pardon? Ouais, en fait, de manière très simplifiée, le SI c'est l'Ajax au niveau du Varnish, c'est-à-dire que dans votre code HTML, vous allez avoir une balise spéciale, le SI, je crois, qui fait que Varnish, quand il va voir, il va cacher toute la page, et quand il va délivrer la page, il voit cette balise, et il va faire un petit call HTTP pour remplir cette balise par autre chose. C'est comme si vous aviez l'Ajax, mais c'est Varnish qui fait cet appel-là, au lieu que ce soit l'indicateur multiple. Au début, le Varnish ne va rien cacher, parce que par défaut, ici, vous avez cette variable qui est à 0. Okay, donc si vous voulez faire vos tests, il faut la changer et mettre un nombre de secondes supérieur strictement à 0. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc en direct, je fais l'exercice pour le site.
les deux techniques permettent de cacher la plupart du HTML d'une page tout en gardant des éléments dynamiques à l'intérieur de cette page foncièrement statique. Donc, ça va être un petit carré en haut avec le nom de l'utilisateur qui s'est logué. Ça va être ce petit carré là, ça va être de l'Ajax ou de ici. Ça va être je sais pas, un stock pour un produit sur une boutique de e-commerce, ce genre de choses. La plupart de la page est statique, mais vous avez ce chose-là qui va être dynamique et qui est nettement moins lourd à générer que le reste de la page. Donc, on va commencer par l'Ajax, qui est relativement plus simple. Voilà. Donc, ça c'est la solution. Donc, vous pouvez passer sur la branche. Vous pouvez juste faire un git checkout ESI Ajax Solution. Et vous avez les mêmes fichiers que moi. Vous pouvez examiner ça. Donc, dans mon petit fichier index-ajax.php, okay, on a une bête requête Ajax qui va chercher le fichier ajax.php et qui remplace mon petit span là, par la réponse de checkpoint. Donc ici j'ai mis un calque de 60 secondes, c'est-à-dire que cette page globalement va être cachée pendant 60 secondes par varnish. Et mon fichier ajax.php, donc lui, c'est lui qui me écho la variable de session compte là. Et lui, bien sûr, je ne lui mets pas de cache parce que sinon, Varnish il va me cacher la réponse de l'Ajax. Et dans ce cas-là, c'est quand même un peu bête de faire ça. Et donc, ici, ok. Donc là, j'ai mes 2 secondes de génération de l'index, ok. Qui derrière me fait un call à ajax.php, c'est vraiment tout petit. Voilà. Et moi, ajax.php me dit que j'étais 18 fois sur cette page. Voilà. Et si je recharge, mon index ajax.php, lui, il est en cache dans Varnish, donc c'est très rapide. Et j'ai mon call Ajax qui, lui, n'est pas caché par Varnish, mais qui est très rapide à faire parce qu'il me faut juste une variable de ma session. Voilà. Donc là, on a mis en cache toute une page avec un élément dynamique à l'intérieur. Le SI va fonctionner de la même manière, mais il y a des petits gotchas à bien regarder. Voilà. Donc vous voyez que j'ai le même comportement ici. Le premier load était long, 2 secondes, et les suivants sont 3 secondes. Ok. Mais par contre, cette fois, vous voyez que j'ai pas trop d'Ajax, c'est normal parce que je ne sais pas d'Ajax, c'est petit. Donc, mon code PHP pour index.esi.php, il ressemble à ça. C'est exactement la même chose, j'ai du cache sur cette page. Et ici, à la place de ma variable, j'ai un bloc ici. Okay, c'est ESI include, et après le call HTTP que je peux faire. Et ce call HTTP, il ressemble à ça, c'est exactement la même chose que l'Ajax. C'est-à-dire qu'on écoute la session de la variable et on ne le cache pas. Premier petit gotcha, dans la configuration Varnish ne va pas traiter le Messi par défaut. Il faut lui dire de le faire avec cette commande ici. Donc dans la backend response, la fonction VSL backend response, c'est ce que Varnish exécute. Donc ça c'est spécifique Varnish 4. C'est ce que Varnish exécute quand il reçoit la réponse du backend, ici d'Apache. Et ici on lui dit, donc VRESP c'est backend response, on lui dit fais les ESI sur la réponse du backend. Voilà. Sinon il va juste ne rien faire et vous allez vous retrouver avec votre bloc ESI au milieu. C'est rien de moche. Et ici, vous voyez que quand je fais ça, donc ça c'est les logs du serveur Apache. Ok, donc la première fois j'ai les 2 calls HTTP qui sont faits, index.esi.php et esi.php. Et la suivante, j'ai plus que le esi.php qui lui est collé directement par Varnish. Voilà. Donc ça, le coup du do esi égale true, c'était le premier gotcha. Le deuxième gotcha, c'est que quand vous n'avez pas de session, quand vous avez un nouvel utilisateur, ok,
il faut pouvoir initialiser sa session. Parce que votre utilisateur va arriver, la page va être en cache, ça va lui être servi, ok, et ça va être servi sans header set cookie. Varnish va faire son ESI à l'intérieur, ok, et le ESI va lui renvoyer un set cookie, mais ce set cookie là il n'est pas transmis à l'utilisateur. Okay. Donc il faut un moyen d'initialiser la session, et c'est pour ça qu'on a ce code là. Okay. Donc on a une script.js ici qui vérifie si on a un cookie qui s'appelle PHP SSID, et si on l'a pas, alors on fait une mini requête Ajax vers ce truc-là. On tire juste en session start, comme ça. Et ce call Ajax-là suffit à poser la session à l'utilisateur. C'est ce call Ajax-là qui va initialiser la session pour l'utilisateur. Voilà. Alors, il faut faire gaffe quand même, notamment sur Magento avec Turpentine par exemple, où il est très très facile de faire des ESI dans tous les sens pour dynamiser plein de parties de son site tout en gardant une cache. Typiquement sur un Magento, générer la petite box qui contient un produit ou n'importe quoi, c'est quand même lourd. Okay. Donc si vous avez une page qui est cachée mais qu'à l'intérieur vous avez 20 ESI différents qui mettent tous 500 millisecondes à être générés, c'est comme si vous n'avez pas de cache sur votre page. Okay. C'est pratique, ça permet de faire ce qu'on veut, mais il faut quand même les utiliser avec parcimonie, parce que pour peu que vous ayez un gros framework derrière, ça va être un peu lourd quand même. Ouais. Le SI, c'est pas une pseudo-requête Ajax qui reste bloquante à la base? Si, c'est bloquant. C'est-à-dire que tant que la requête SI n'est pas complétée, que Varnish n'a pas reçu la réponse de SI, le client ne va pas recevoir cette réponse. La page va rester bloquée sur le changement par rapport au client. Ouais. Il y a vraiment du coup des astuces pour continuer un changement continu de la page sans que le client reste. L'Ajax, voilà. L'Ajax permet d'avoir ce mode asynchrone ici, qui peut être intéressant, notamment si on a un petit gif qui va bien de loading à certains endroits. Le SI a d'autres avantages, c'est-à-dire qu'on a notamment très très peu de latence entre le Varnish et le backend, notamment si vous avez des connexions des clients avec des connexions un peu lentes. Qu'à chaque fois que ce soit le client qui fasse une requête Ajax, si ça met 3 ou 4 secondes rien qu'au niveau réseau, ça peut être un peu. Si on fait au niveau du Varnish, c'est tout de suite vachement plus rapide. Voilà. Il y a d'autres avantages, ça c'en est un par exemple. Il y a des raisons d'utiliser l'Ajax, il y a des raisons d'utiliser le SI. Tout à fait mixer les deux, voilà. C'est au cas par cas. Après, selon l'utilisation de ça. Ouais. Et est-ce que Varnish commence pas à répondre avec ce qu'il connaît déjà, au fur et à mesure, et va bloquer, en gros, est-ce qu'il envoie pas déjà ce qu'il connaît, notamment tout ce qui est aide, etc., et va bloquer sur le premier SI tant qu'il a fait la réponse? Enfin, est-ce qu'il envoie pas déjà une partie de la page parce qu'il y a des fois certains scénarios qui me font penser que ça peut mouviner comme ça, en fait. Alors, franchement, je connais pas la réponse, mais ça m'étonnerait franchement qu'il fasse ça. Parce que Varnish, en fait, il va Il lui-même construit l'intégralité de sa page, donc il remplit tous les ESI, et ensuite il envoie au client. Je pense que c'est ça. C'est surtout la compression. Okay. Souvent on fait le SI, comme il stocke en compressé, il décompresse, il rassemble le SI, et il compresse avant d'envoyer. D'accord. Mais donc on est d'accord qu'il n'envoie pas. Il y a une façon de faire le streaming en désactivant la compression et tout ça avec des ESI, c'est un peu compliqué. D'accord. Il y a bien joué avec ça. Okay. Donc, l'exercice suivant est disponible sur la branche VMod. Okay. Donc, les VMod, je vous épargne la compilation parce qu'il faut les compiler à la main, sauf si vous êtes client Varnish Plus. Donc, ils sont déjà installés sur la machine. Le but de l'exercice ici, c'est d'utiliser le VMod. Alors, peut-être que j'explique ce que c'est un VMod. C'est un plugin pour Varnish. Okay. Ça rajoute des fonctionnalités à Varnish. Le VMod de base s'appelle STD. Dans Varnish 3, il permettait de loguer des trucs vers syslog, de loguer des trucs dans Varnish log, ainsi de suite. Dans Varnish 4, il fait vachement plus de choses.
Il permet notamment de caster des objets string vers des objets de type IP, okay, ce qui est très très pratique quand on veut faire des ACL sur des headers du genre X-Forward, parce que souvent vous avez tout un tas de proxys, okay, que ce soit côté client, que ce soit côté serveur avec des proxys, des ACL, ce genre de choses. Et donc, l'IP du client que Varnish voit, c'est pas la vraie IP du client. Vous avez toutes les IP dans le X-Forward une fois, ce header-là, et le vmod std vous permet de prendre ces IP-là et les mettre dans la variable client.ip, et ça vous permet de faire tout un tas de choses après. Donc ça c'est le vmod std, vous avez un vmod memcache que vous allez utiliser ici, qui permet simplement de faire des requêtes vers un serveur memcache et de faire ce que vous voulez avec la réponse. De la même manière, vous avez un vmod redis, vous avez un vmod vsprotol, okay, qui permet de faire de la limitation de requêtes par seconde par utilisateur. Vous avez toute une liste de vmods comme ça, dont la liste complète ici. Ça c'est pour Varnish 4. J'adore comme le site Varnish est super long. Voilà, donc vous pouvez faire de basic auth. Qu'est-ce qui est d'autre intéressant? Maximize GeoIP, okay, si vous voulez faire des règles selon la provenance des utilisateurs. Memcache, voilà, il y en a pas tant que ça. Vous pouvez écrire les vôtres, c'est du C, un peu poilu, perso, j'ai un peu du mal, mais faut que j'en passe. Voilà. C'est généralement pas trop mal documenté. Le seul truc, c'est qu'il faut le compiler à la main, chaque fois, pour chaque version de Varnish. Donc, l'exercice en question ici, c'est d'utiliser deux vmods, le vmod memcache et le vmod vsprotol, pour limiter le nombre de requêtes par seconde que sont autorisées à faire les utilisateurs non authentifiés, enfin qui n'ont pas de session, et de ne pas mettre de limite pour les utilisateurs qui ont une session. Okay, l'utilisateur il a une session, pas de limite, l'utilisateur il n'a pas de session, on le limite à l'ensemble. Le PHP est normalement déjà configuré pour stocker les sessions dans memcache, okay, donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire ce travail-là. Donc, je donne juste la logique du truc qu'il faut faire. Vous avez une requête qui arrive, vous regardez s'il y a une session sur cette requête, okay. S'il y a une session, vous la prenez, et vous interrogez le serveur memcache pour savoir si cette session est présente dans le serveur memcache, et si elle est présente. S'il n'est pas présente, s'il n'y a pas de session, on met requête. Okay. Ça va se faire dans le VCL RECD principalement, ce travail. Donc en bas du README GitHub, vous avez les liens notamment vers le dépôt GitHub pour le vmod vsprotol qui indique comment il fonctionne. Voilà, par exemple. Voilà. Il faut passer sur la branche des modes. Et normalement, et à la racine, vous avez à la racine du défaut, vous avez OptiScript qui vous permet de footer le Varnish avec des sessions avec des sessions valides pour tester ce que vous voulez. Donc pareil, je vous laisse 10-15 minutes, je vais passer un peu pour voir s'il y a des questions. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Ok, donc on va passer à la solution. Alors vous avez, c'est trop cool, une branche spécifique pour la solution. C'est une vraie mode solution. Super imaginatif avec. Et en plus j'ai tout modifié. Un peu souligné, mais la base de la solution, c'est qu'on récupère l'ID de la session, okay, donc c'est la valeur du cookie PHP SSID, et on va interroger depuis Varnish le serveur memcache pour savoir si cette session existe ou pas, et en fonction de ça, on va appliquer une politique de protocole ou non.
Donc à quoi ça ressemble en vrai? On peut passer sur la bande de solution. Donc le script PHP, il active juste une session, ok, et il fait un echo hello world et pas de cache, rien du tout, sinon on ne peut pas avoir de cache. Donc ce qui nous indique, ce qui nous intéresse, c'est la configuration Varnish. Qui ressemble à ça. Donc, au tout début, j'ai l'import de mes deux vmodes, ok, même cache chez VS Photox, c'est les deux qui nous intéressent ici. On a cette fonction qui est nouvelle dans Varnish 4 qui nous permet d'initialiser quelque chose de manière globale pour quelles que soient les requêtes. Et ici, en fait, on initialise la connexion au serveur Memcache. Si vous avez des pools de serveurs Memcache pour vos sessions, vous pouvez mettre plusieurs serveurs ici. Donc, ici, on tombe sur le gros de l'exercice. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde si la requête entrante, si la requête entrante, elle a un cookie PHP SSID. Okay. Si elle n'en a pas, alors de base, on limite à 10 requêtes sur 10 secondes, et c'est tout. L'utilisateur non connecté, rien du tout, il a le droit à 10 requêtes pour 10 secondes. Voilà. Donc vous avez 10 requêtes qui passent et les secondes sont en 420. Ensuite, on tombe sur le truc intéressant, c'est vérifier si la session, là on a un utilisateur qui a un cookie PHP SSID, ok, et il faut vérifier si ce cookie-là est valide. Parce que sinon, quelqu'un de manière fonctionnelle peut juste forger un cookie PHP SSID, on s'en fiche s'il est valide ou pas, et puis il faut passer le site comme il est. Donc il faut vérifier qu'il est valide. Donc on va utiliser cette fonction dans Varnish ici, okay, qui permet de faire des regex, de récupérer la valeur d'un champ texte. Donc ici on récupère, en fait, on cache la valeur du PHP SSID, okay, et on l'injecte dans cette variable-là. Enfin, c'est un header, en fait, on crée un header sur la requête qui s'appelle xcookie PHP SSID. Et dans la même ligne, on fait un memcache.get. Okay, non, c'est pas la ligne, pardon. La ligne d'après, on fait un memcache.get. Donc, on va interroger le serveur memcache pour savoir si la clé, donc la session, existe dans memcache. Vous voyez le petit point d'exclamation ici. Si ça ne renvoie à rien du tout, ça vaut false. Donc la session n'est pas valide, et dans ce cas-là, on est menti, on limite l'utilisateur qui a 20 requêtes toutes les 10 secondes, c'est-à-dire 2 fois plus que s'il n'avait pas de session. Et si on ne rentre pas dans ce if, ça veut dire que l'utilisateur a une session valide, et que donc il n'est pas valide. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, si on regarde sur le script, je fais des double requêtes en boucle avec un PHP SSID random à chaque fois, okay, donc il n'y a aucune chance qu'il soit valide. Voilà. Et vous voyez que il est limité au bout d'un moment, et si on fait un... Voilà. Et lui, il fait de 200 en boucle, il n'est pas limité. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'utilisation des vmodes. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. À la fin, dans la dernière section, je parlerai rapidement du vmode Redis et d'une possible utilisation. Attention aux vmodes. La plupart d'entre eux sont développés souvent par des devs Varnish, okay, donc sont de plutôt bonne qualité. Mais il y a quelques vmodes qui ont été faits par la communauté par-ci par-là. Et il faut quand même faire gaffe au niveau des perfs. Je pense notamment au vmode sur Varnish 3, il y avait un vmode qui s'appelait htaccess, okay, qui permet juste d'utiliser un htaccess en Varnish, ce qui peut être assez pratique, mais qui a le gros défaut de faire un accès disque à chaque fois sur le htaccess pour vérifier ce qu'il y a dedans. Et donc, quand vous avez un Varnish qui se prend 5000 requêtes secondes, ça fait 5000 requêtes
hashtag. Voilà. Donc il faut faire gaffe à ce genre de petits trucs. Le code DVMod n'est pas forcément d'aussi bonne qualité que le code du Varnish Core. Donc à benchmarker avant d'utiliser. Voilà. Des questions? Juste un truc au niveau des DVMod. Donc comme je l'ai dit au début, il faut les compiler à la main. Sauf si vous êtes client Varnish Plus, là ils ont des paquets préfets, mais pas beaucoup qui sont clients Varnish Plus, pas ma connaissance. Donc voilà, il y a tout un. C'est un peu chiant à faire. Il faut compiler Varnish. Alors le VMod doit être compilé pour l'exacte version de Varnish, la version linéaire près. Donc il faut compiler Varnish et puis ensuite il faut compiler le VMod avec toutes les bonnes libs qui vont bien. C'est pour ça que souvent personnellement je sais que je les package les VMod parce que ça m'embête de faire ça à chaque fois. Donc, le suivant, c'est le cache hiérarchique. Donc là, c'est pas un exercice, je vais juste vous montrer ce qu'il est possible de faire. Le principe, c'est d'avoir deux varnish l'un derrière l'autre qui ont des politiques de cache différentes, parce que si c'est pour avoir deux varnish qui ont exactement la même politique de cache, c'est un peu bête. Et de pouvoir faire des choses intéressantes à faire. Donc, c'est aussi présent sur la box vacances, donc vous pouvez suivre en même temps si vous voulez. Vous avez la branche hiérarchie. Donc vous avez deux varnish qui tournent, ok? Vous avez un premier varnish qui est sur le port 80-80. Un premier varnish qui est sur le port 80 et un deuxième sur le port 81. Ok. Je ne sais plus lequel est lequel. C'est pas super grave. Donc là, vous avez deux fichiers VCM. Ça, c'est le varnish 1, ok. Donc vous voyez que le back-end, c'est le port 80-80, donc c'est toujours un patch. Donc oui, c'est le varnish qu'on va appeler down, c'est celui du dessous. Et on a le VCL2, ok. Donc le back-end, lui, est sur le port 80, et donc le back-end du varnish 2, c'est le varnish 1. Ça va être le varnish du dessus, le varnish up. Alors, on va étudier un peu ce qui se passe. Donc ça c'est la configuration du varnish 1, du varnish qui est en bas. Donc on regarde le header cache control, ok, et on set le header expire en fonction de ce cache control. Ok, donc là vous voyez que je fais une petite fonction std, donc je prends le temps de maintenant et j'ajoute la valeur du maxage. Donc ça c'est le backend response, donc ça c'est fait quand le backend répond au varnish. Et derrière dans le deliver, donc le deliver c'est la fonction qui est traversée par la requête quand on est livré au client. Voilà, et donc là je fais des petites manipulations de header, surtout pour qu'on ait les headers des deux varnish pour voir exactement ce qui se passe. Et dans le varnish 2, donc celui dessus, c'est encore plus simple en fait, il n'y a quasiment rien. On lit juste les valeurs du header envoyé par le varnish 1 pour définir la politique de cache. Alors, l'index.php c'est le même que tout à l'heure, donc il fait juste un hello world avec 30 secondes de cache et un petit slip 2. J'ai mon hello, j'ai mon hello, ok. Donc, ici, vous avez 4 headers qui vous intéressent.
vous avez hLow, hup, xCacheLow, xCacheUp, ok. Donc le hLow, c'est quand vous avez un objet qui était servi du cache du varnish 1, donc celui du dessous, c'est l'âge de cet objet dans ce varnish-là. La même chose pour le varnish 2 sur le up. Et ça indique si on a eu un hit ou un miss sur chacun des deux varnish. Question. Donc, si j'en fais les cœurs, donc là j'ai trop attendu. Voilà. Vous voyez que ici j'ai le hup qui est passé à 5 secondes et que j'ai eu un hit sur le hup. Et j'ai un max age qui est à 15 secondes. Hop, ici on a eu un hit 2, 1. Et là vous voyez que le hLow est passé à 17 et que le xCacheLow est passé à 1. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? On a deux politiques de cache différentes selon le varnish. Le varnish 1, il est géré par ce truc-là, le varnish du bas, c'est-à-dire qu'il va cacher les objets pendant 30 secondes. Et vous remarquez que ici, vous avez un max age qui est à 15 secondes. Donc il y a un truc qui se passe au début. Si vous revenez sur la configuration du varnish 1, vous avez ce petit divisé par 2 ici dans le deliver. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va prendre le max age envoyé par PHP, ok, et à la fin, donc on utilise le bémol std ici pour transformer tout ça en entier, et à la fin on divise cette valeur par 2 et on la réinjecte dans ce qui est délivré au client. Attention ici, le client, c'est le varnish 2, c'est-à-dire qu'on a la requête qui arrive du PHP sur le varnish 1 avec un max age de 30 secondes, et la requête elle est transformée par le varnish 1 pour arriver sur le varnish 2 avec un max age de 15 secondes. Donc le varnish 1 va mettre en cache des objets pendant beaucoup plus longtemps que le varnish 2. Enfin, beaucoup plus longtemps. Pendant 2 fois plus de temps. Et c'est pour ça qu'ici on a cet effet-là. Donc là j'ai plus rien en cache. Donc ici, ça c'est le varnish 2 qui me répond, ok. Vous voyez les compteurs qui s'incrémentent ici. Hop. Alors là, vous voyez qu'on est passé à AgeUp 16 et xCacheUp 8. On est à 16 alors que le max age est à 15. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans le case time de varnish. C'est-à-dire que varnish, il reçoit une requête pour un objet qu'il a en cache, mais qui est expiré. Okay, et ce que varnish, alors ça c'est une nouveauté de varnish 4, c'est pas le cas sur varnish 3. Ce que varnish va faire, c'est qu'il va vous servir, si l'objet n'est pas trop vieux, il va quand même vous servir l'objet expiré. Okay, pendant que lui, en background, il fait une requête pour rafraîchir cet objet. Et le prochain utilisateur qui arrive, lui, va avoir un objet rafraîchi. Ce qui vous permet en fait de ne pas avoir la latence due au rafraîchissement de cache. Okay, on va servir des objets qui sont un tout petit peu trop vieux, c'est pas bien grave, quelques secondes, pendant qu'on régénère des choses fraîches. Bon, en fait, c'est le state cache, ça? De quoi? Le state cache de varnish 4, ça? Oui, c'est bien. C'est le Grace qui fait ça. Ouais, Sauf que le Grace a changé entre 3 et 4. D'accord. Dans varnish 3, en fait, il y a un utilisateur qui se prenait quand même du coup, qui génère le cache. Ouais, c'est ça. Alors que là, en fait, cet utilisateur, le premier utilisateur qui va régénérer le cache, il va avoir un objet déjà installé, et pendant qu'on va prendre ces objets. Et ça, du coup, dans varnish 4, c'est transparent, on le sait, il y a rien. Non, c'est automatique. Et si on forge un flush, est-ce que varnish va quand même servir des éléments anciens qui auraient dû être flushés du coup depuis le système? Comment on flush? Ou est-ce qu'il y a un réel flush et du coup la première requête génère le cache? Avec quoi pour on flush? Avec un ban ou un purge? De l'un ou de l'autre, parce que le purge supprime l'objet, donc le premier utilisateur va attendre. Effectivement, et le ban, alors que le ban va juste... D'accord, ça va invalider, donc ça va servir l'objet invalidé quand même pour la première requête tout en générant en tâche de fond. Oui, ou du mot, le ban purge qui lui supprime vraiment les objets. D'accord. donc, si on examine bien les headers, là, ok, donc j'ai mon objet qui est servi du varnish up ici.
là j'ai un objet. Ah, j'ai pas eu le temps de le voir. Oui, mais donc là c'est le lot qui m'a servi. Ok. Et là c'est de nouveau le hop qui me sert un objet qui était resservi par le lot. Ok. Et quand on va arriver maintenant, ici, hop, voilà. Et là on a eu un objet state servi par le varnish low au varnish up. Vous voyez que le hello est à 31 secondes alors que son value state est à 30. Et voilà, si je continue, au bout d'un moment, il y a le varnish low qui va avoir un projet clean. Voilà. Donc ça c'est un exemple de ce qui est possible de faire avec des max edge différents sur deux couches de varnish. Mais là où ça devient intéressant par exemple, c'est qu'on peut utiliser ces deux couches de varnish pour des choses très différentes. Typiquement, on peut avoir un cache. On peut avoir des vitesses de cache un peu différentes. Dans Varnish, il est possible de faire du cache, ce qu'on appelle du cache malloc, c'est-à-dire directement en RAM, ou du cache sur disque, ce qui est performant aussi, mais quand même moins rapide que du malloc. Typiquement, on peut avoir une série de varnish frontaux qui accueillent tout le trafic avec du varnish, avec du malloc, et des temps de cache relativement courts, ok. Donc ça va servir au trafic très très rapidement, et qui eux derrière vont taper sur une série de varnish qui font du cache sur disque, et donc qui ont potentiellement un cache bien plus important. Sur le cache sur disque, on peut monter à plusieurs dizaines de gigas de cache relativement facilement, qui vont avoir des temps de réponse un peu moins longs, mais qui sont quand même du cache et donc qui tapent pas les backends. Voilà. Donc ça c'est un exemple de ce qui est possible de faire avec des varnish posés de manière hiérarchique comme ça. Il est aussi possible comme ça de vous faire votre propre mini CDN en fait. Okay. C'est-à-dire que vous avez une première série de varnish sur lesquels vous pilotez très précisément ce qui est dans le cache. Donc ça c'est les varnish qui vont être le plus près de vos backends, sur lesquels vous pilotez précisément ce qui est dans le cache à coup de header, à coup de curl qui vont bien pour faire les bandes, qui vont bien exactement pour savoir exactement ce qu'il y a dans le varnish. Et devant, vous pouvez avoir une série de varnish, potentiellement sur du AWS par exemple, un peu partout dans le monde, qui viennent taper sur vos varnish locaux, avec eux des temps de cache beaucoup plus réduits, qui permettent d'avoir des objets frais, on va dire, mais en même temps d'apporter le trafic au plus près des utilisateurs. Voilà. Des questions sur ça? On commence des trucs un peu pollus. Il y a vraiment plein de cas d'utilisation. Ça devient vraiment compliqué dans ce cas-là si vous voulez piloter les purges sur tous les niveaux des varnish. Parce que vous avez des TTL différents selon les varnish. Vous avez si vous utilisez le header expires par exemple, si vous utilisez le header max edge, le cache control max edge, disons que vous avez un header cache control max edge à 30 secondes, okay. Vous avez la première rangée de varnish qui va garder cet objet pendant 30 secondes, mais si la deuxième rangée de varnish récupère cet objet à 29 secondes, eux ils vont les cacher encore pendant 30 secondes. Donc au final vous n'avez pas un max edge de 30 secondes, vous avez un max edge de 60 secondes. Parce que vous avez décidé des max edge sur toutes les rangées de varnish. Voilà. Donc il faut faire attention à tous ces petits détails. On n'y arrive jamais du premier coup. C'est en essayant et en se plantant qu'on arrive à faire tourner ce genre de choses relativement bien. Voilà. Et on va passer au dernier exercice. Ok, donc c'est sur la branche share. Donc, ici vous avez toujours vos deux varnish. Et le but, c'est plus qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre, c'est qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Et que quand vous faites une requête sur l'un des varnish, l'objet soit mis non seulement cache sur ce varnish-là, mais aussi sur l'autre varnish. C'est-à-dire qu'avec une seule requête, vous remplissez les deux varnish de cache. Okay. Le principe de la solution, c'est qu'en fait, chaque varnish va avoir plusieurs backends, et notamment, il va avoir pour backend l'autre varnish. Okay. Et donc, si vous arrivez
sur un varnish, il faut que la requête traverse les deux varnishes. Ok, donc dans chaque varnish, vous allez avoir deux backends, le Apache et l'autre varnish, et en fonction d'où vient la requête et de comment elle arrive, il faut que vous réussissiez à croiser le trafic entre les deux varnish. Voilà. Vous avez les utilitaires varnish ADM, NCSA et log. Et pour le deuxième varnish, vous avez les mêmes choses en deux pour faire le debug. Donc, je vous laisse regarder. Ça. Oui, on peut très facilement tomber dans des boucles de requêtes infinies, du varnish requête par l'autre. Si à un moment ça répond juste pas, c'est que c'est sans doute ça qui se passe. Il n'y a pas de détection de mouvement là. Non, le varnish il peut continuer pendant 5 000 ans. C'est parce que les requêtes. On est détruit. Ouais, et donc, ok, donc je vais vous expliquer un peu comment on peut solutionner cet exercice et je vais vous expliquer des gotchas importants qu'il y a derrière ça. Donc, comme indiqué ici, le but c'est de faire traverser la requête aux deux varnish pour que quand elle remonte à travers les deux varnish et les deux varnish mettent la requête en cache. Donc la question c'est de savoir quand une requête arrive sur un varnish, où est-ce que je l'envoie? Est-ce que j'envoie sur le deuxième varnish ou est-ce que j'envoie sur mon backend? Parce qu'a priori, il n'y a pas de moyen de savoir ça. Et donc, comment on va faire ça? C'est qu'on va le varnish, pour choisir son backend, il va regarder d'où vient la requête. Si cette requête vient de l'autre varnish, alors il va envoyer la requête vers Apache. Et si la requête ne vient pas de l'autre varnish, il va envoyer la requête vers l'autre varnish. Vous m'avez suivi jusque-là? Donc, comment est-ce qu'on peut détecter ça? Alors, il y a plusieurs méthodes. Personnellement, moi j'aime bien jouer avec les headers. Donc, vous voyez ici que j'ai défini deux backends, okay, un backend Apache et un backend Varnish 2. Et en fait, on va jouer avec les headers. C'est-à-dire que par défaut, on dit que le backend c'est Apache et on va vérifier la présence de ce header-là. Okay, et si ce header-là n'existe pas, alors on dit que le backend c'est l'autre varnish et on set ce header-là. Donc comme ça, quand la requête arrive sur l'autre varnish, il y a exactement la même configuration. Ce header-là existe et le backend reste Apache. C'est bon, vous m'avez suivi? Voilà. Donc la présence de ce header permet de savoir, qui s'appelle XViaVarnish, vous l'appelez ce que vous voulez, hein, mais moi je l'appelle XViaVarnish. La présence de ce header permet de savoir si la requête est déjà passée par un varnish ou non. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Donc là, je tape sur mon varnish 1. Ok, donc là j'ai un miss. Et si je tape sur mon varnish 2, j'ai aussi un miss. Non, s'il vous plaît. Je redescends mes varnish. Donc là j'ai ma requête qui arrive sur varnish 1 qui veut traverser le varnish 2. Ok, là elle a traversé le varnish 2. Ah. Ça ne marche pas s'il te plaît. C'est pas ce que je voulais. Ok. C'est parfait.
Ok, donc là je débloque du varnish 1 à gauche et du varnish 2 à droite. Et je fais mon curl. Est-ce que je suis pas sur la bonne manche pour le faire aussi ? Je regarde sur la requête et du coup, il choisit la page. Pas beaucoup, je sais pas. Descendre sur Mais on est positionné là, mais la droite. si. Tu vas sur la requête, tu positionnes le deuxième. Là. Il y a dans les Parce que moi je sais ici. Bon. J'ai pas réussi à le faire fonctionner. Mais vous avez compris le principe. Il y a un truc au milieu qui bug, il faudrait passer un peu plus de temps en varnish mode. C'est le principe de base pour partager une méthode pour partager le cache entre plusieurs varnish. À savoir, il existe une solution commerciale de chez Varnish qui s'appelle Varnish HA, qui fait des choses comme ça, qui a ses propres problèmes aujourd'hui. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un Varnish Summit Paris, 24 septembre. Je ne sais pas encore s'il reste des places, mais des places, non. Désolé, il y a des places. Vous pouvez essayer. Voilà. C'est généralement très intéressant parce qu'il y a des équipes de Varnish, notamment des développeurs avec qui on peut discuter. Et c'est l'année dernière ils avaient présenté Varnish achat. Donc leur solution permet de faire quelque chose de fonctionnellement accessible. Donc, là où il faut faire attention avec ce genre de choses, c'est notamment au niveau de la purge. Comme François le disait tout à l'heure, on a un problème ici quand vous voulez faire de la purge. Parce que quand vous voulez faire de la purge, vous allez devoir purger les deux varnishes en même temps. Pas de souci jusque-là, vous faites juste un appel cœur sur chacun des deux varnishes. Mais pour que vous ayez un site où il y a beaucoup de trafic, il se peut très bien que vous ayez une requête qui arrive pour l'objet que vous êtes en train de purger entre les deux cœurs. Okay. Et dans ce cas-là, vous allez avoir donc le cœur 1, le premier cœur qui purge l'objet sur varnish 1. Vous avez une requête d'un client, d'un CDN qui arrive sur le varnish 1. Okay. Ce varnish 1 va chercher cet objet sur le varnish 2. Il va se retrouver avec l'objet qui n'a pas été encore purgé sur le varnish 2. Et vous allez avoir un cœur qui va purger l'objet sur le varnish 2. Et vous allez avoir un varnish 1 qui a un objet qui est censé être purgé, mais qui n'est pas. Voilà. Donc il y a ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. François a indiqué une solution tout à l'heure à ce problème, c'est d'utiliser la fonction HALWASMIS, voilà, c'est bien ça, qui permet de forcer forcer un miss en fait, sur un objet en particulier et qui permet en fait de faire remonter la purge à travers tout le varnish. Voilà. Donc ça c'est un exemple à deux varnishes. On peut ajouter d'autres varnishes ici et alors la solution de base serait de faire traverser la requête à tous les varnishes comme ça, mais ça devient assez compliqué à gérer parce qu'il faut savoir quel varnish a traversé la requête. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est, disons qu'on a trois varnishes, et c'est que la requête ne va traverser
que 2 déverniches. La requête fait ça, ça. Ça devient conceptuellement assez compliqué et c'est pareil. Alors l'avantage ici, c'est que vous multipliez par 1,5 votre espace de cache disponible, parce que vous n'avez pas forcément, chacun des varniches a un tiers de cache commun avec les autres. C'est-à-dire que ce varniche-là, il a un tiers de cache commun avec celui-là, un tiers de cache commun avec celui-là, celui-là a un tiers de cache commun. Donc comme ça, vous multipliez par 1,5 votre espace de cache disponible. Voilà, donc ça c'est vraiment pour des sites où il y a énormément de trafic, parce que derrière, vous avez des problèmes physiques, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez beau mettre des SSD ou tout ce que vous voulez, les serveurs ne peuvent juste pas servir autant de statique que ça, et donc avec des varniches comme ça en plus, vous divisez par 2 ou par 3 le nombre de requêtes sur votre système, comme ça. Donc, Auxiliary, alors, je vais parler ici, c'est pas du tout encore en production, j'ai un POC qui fonctionne. On est en train de réfléchir à une méthode pour partager du cache entre plusieurs varniches comme ça, basée sur du Redis, en utilisant le vmod Redis. Okay, le vmod Redis pour varniche 4, il est super, il permet de faire ce que vous voulez, se connecter à un master, à plusieurs displays, ainsi de suite. Et l'idée du truc, c'est en fait de stocker dans Redis l'adresse d'un objet. C'est-à-dire qu'on va prendre le hash de l'objet, une varniche, okay, et dans Redis, on va dire ce hash-là, il est disponible sur telle varniche. Donc, quand vous avez une requête qui arrive, si vous avez l'objet dans le cache, pas de souci, vous le savez. Si vous n'avez pas l'objet dans le cache, la première chose que le varnish va faire, c'est aller voir le Redis. Et si dans le Redis, c'est indiqué cet objet est disponible sur le varnish truc, vous allez voir le varnish truc et vous allez ver l'objet. Et si le Redis dit cet objet je ne le connais pas, alors vous allez voir le backend normal. Et une fois que vous avez récupéré l'objet, vous insérez dans Redis, cet objet maintenant il est chez moi. Et comme ça, les autres varnish pourront derrière savoir où tu as. Voilà. Conceptuellement, ça marche à peu près. Ça règle aussi des problèmes de purge dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'en purgeant le Redis avant les autres, en fait, vous êtes sûr que les autres varnish ne vont pas chercher un objet stale ailleurs, ainsi de suite. Vous vous fichez un petit peu de ce qu'il y a dans le Redis, parce que pour peu qu'il y ait des informations mauvaises, disons que le Redis dise qu'il y a que cet objet il existe sur un tel varnish, vous allez voir tel varnish, il n'existe pas sur tel varnish, ce varnish-là il va aller voir le backend. Et votre objet il va juste de varnish, pas de souci particulier, voilà. On s'en fiche un peu de la consistance des données dans le Redis. Donc voilà. Pour moi, il y a quand même pas mal d'avantages à cette méthode, mais c'est clairement pas prêt aujourd'hui pour passer en production. On va essayer de travailler là-dessus. Si on a l'occasion de descendre en prod, ce serait bon. Voilà, c'est pas encore. Des questions sur le principe, sur les avantages, sur les désavantages? Non? C'est bon? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Le projet GitHub reste vitam aeternam, ainsi que la box varnish. Vous pouvez refaire ça chez vous, montrer ça à vos collègues, pas de soucis. Voilà. Merci pour Anthony. Merci beaucoup.